programme vous est offert par Illico Cash. Absence de Paul Kagame à la tripartite de Luanda ce dimanche. Kinshasa charge Kigali. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a vivement dénoncé le refus de la délégation rwandaise de participer au sommet, qualifiant cette absence de politique de la chaise vide. Législative nationale, après une longue période d'attente, ce dimanche que les populations des Masimanimba au Kwilu et des Yakoma au nord Ubangi ont élu leurs représentants à l'Assemblée nationale. L'heure est au dépouillement. Les résultats seront connus au plus tard mardi prochain. Sur les continents, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne seront plus membres de l'organisation ouest-africaine. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte ce dimanche lors du sommet organisé à Abuja au Nigeria de l'intention de ces trois pays de la sous-région. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a réagi ce dimanche lors d'un briefing presse avec la ministre d'État en charge des affaires étrangères au refus du président rwandais Paul Kagame de participer à la tripartite prévue à Luanda en Angola ce dimanche. Patrick Muyaya a qualifié cette absence de stratégie de Kagame pour éviter d'assumer les responsabilités de son soutien présumé au M23. On les écoute dans cet extrait. Vous avez tous suivi cet après-midi ou cet avant-midi que le président rwandais n'est pas venu comme cela a été prévu. Le président de la République est parti, non pas qu'il ne savait pas que son homologue rwandais ne venait pas, mais parce que nous tenons à la paix. Et les gestes du président de la République étaient un geste de considération d'abord pour la médiation, qui s'est particulièrement activé, mais parce qu'il fallait montrer notre engagement pour la paix. La suite, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais cet acte posé par le président rwandais ressemble beaucoup à une forme de paternité de l'action portée par les M23, parce que nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Et pendant ce temps, la polémique suscitée par l'attitude du président rwandais ne cesse de faire jaser. On en parle avec Harry Désiré Ndouzi, expert en politique extérieure depuis Paris en France. Bonjour Henri. Comment interprétez-vous le comportement affiché par le président Kagame qui a refusé de se déplacer pour Luanda afin de participer à la tripartite organisée par le facilitateur Joao Lourenço d'Angola? Il n'y a absolument rien de surprenant selon moi, car il y a eu des signes avant-coureurs. Rappelez-vous le débat houleux au Conseil de sécurité lorsque la partie rwandaise a déjà évoqué à ce moment-là la perspective d'un dialogue direct entre le M23 et Kinshasa. Il faut se souvenir que les avancées qui ont été enregistrées ces dernières semaines dans le processus de Luanda l'avait été notamment grâce à, je dirais, l'attitude constructive de Kinshasa qui n'a pas hésité à accepter le principe du concept opérationnel avec notamment ce plan de neutralisation des FDLR, ce qui était une condition sine qua non pour Kigali.
à la veille du sommet qui était prévu donc à Luanda, grande surprise de la part de tous les observateurs de voir en fait que Kigali ajoutait une condition supplémentaire, condition qui, vous vous en doutez bien, était inacceptable pour Kinshasa. Le fond du problème, c'est qu'en réalité, Paul Kagame est en train de gagner du temps. Il joue la montre, il est dans une stratégie du pourrissement, en faisant croire que les intérêts vitaux, pour ne pas dire existentiels, du Rwanda sont menacés tant que la menace FDLR n'est pas, disons, résolue. Mais on pourrait utiliser le même argument par l'absurde en disant, puisqu'il existe un plan de neutralisation des FDLR sur lequel les deux parties se sont convenus, pourquoi ne pas s'entendre sur un plan de neutralisation du M23 dont la partie rwandaise serait responsable? Parce qu'en réalité, ce que Kagame est en train de faire, c'est essayer de dissocier en réalité le M23 du processus. Quand on parle de désengagement des forces dans le document de Luanda, il s'agit des troupes rwandaises et de leur supplétif du M23. Or, ici, on voit très bien la tentation de Kigali de séparer les deux pour contraindre précisément Kinshasa à des négociations directes avec le M23, ce qui est bien entendu inacceptable. Et lorsque le Rwanda pose comme condition le dialogue avec le M23, n'est-il pas en train de s'accuser? La responsabilité du Rwanda n'est plus à démontrer, puisque cela est documenté par de nombreux rapports onusiens, rapports d'experts, dont on peut regretter que le Conseil de sécurité ne se saisit pas sérieusement, et ce qui explique notamment l'absence totale de sanctions contre le Rwanda. En fait, ici, nous sommes véritablement dans une guerre d'usure où vous avez d'une part le Rwanda qui essaie de tirer profit de sa position à la table des négociations pour précisément garder un contrôle sur des supplétifs qui en réalité n'ont jamais été comptables de toute avancée enregistrée à Luanda. À chaque accord signé par Kigali et Kinshasa correspondait une violation des termes de ce même accord par le M23, puisque Kigali sous-traite évidemment avec le M23 ses velléités expansionnistes à l'est de la RDC. Aujourd'hui, je pense que nous n'avons que deux alternatives. C'est soit continuer naïvement à prendre à témoin une communauté internationale qui reste profondément divisée sur la question et qui renvoie systématiquement dos à dos les belligérants, ou alors prendre nos responsabilités. Henri Désiré Ndouzi, merci pour votre intervention. On va changer des chapitres. La chambre basse du Parlement va afficher complet dans le prochain jour avec le 7 sièges restés en lice. C'est après une longue période d'attente. C'est ce dimanche que les populations des Masimanimba, au Kwilu et Yakoma au nord Ubangi ont élu leurs représentants à l'Assemblée nationale. L'heure est au dépouillement. Les résultats seront connus au plus tard mardi prochain. Le président de la CENI a tout de même dénoncé des tentatives de piratage provenant des États-Unis, la Chine, la France et d'autres pays. Denis Kadima a rassuré la population que les données sont bel et bien sécurisées grâce au système efficace de sécurité de la CENI. C'est ce dimanche 15 décembre 2024 que les électeurs de Masimanimba et Yakoma se sont rendus aux urnes pour les élections législatives nationales et provinciales. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a, à cette occasion, animé un point de presse ce jour au centre électoral Bossolo en vue de présenter la situation du déroulement de ces scrutins. À Yakoma, 93% des centres de vote de dépouillement ont ouvert alors qu'à Masimanimba, il s'agit des 73% des centres qui ont été joints par la centrale électorale. À Yakoma, sur les 355 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 322 ont été confirmés ouverts, soit un taux d'ouverture de 93% à 11 heures. Par ailleurs, le reste, soit 53 bureaux de vote et de dépouillement, sont situés dans des zones non couvertes par les réseaux GSM, ce qui complique la communication et le suivi en temps réel. Malgré ces défis,
nous avons constaté que la présence policière est assurée dans les zones opérationnelles. Denis Kadima note par ailleurs que la CENI a fait objet des attaques et des tentatives de piratage jamais observées auparavant. Cependant, l'efficacité des systèmes informatiques a permis à ce que les données restent sécurisées. Donc ces attaquants ont tenté d'accéder à des données sensibles et de manipuler nos applications publiques, mais là encore nos défenses ont résisté. En 24 heures, nous avons bloqué 1303 attaques, dont la majorité provenait des États-Unis, suivies de Hong Kong, de la France et d'autres pays. Notre dispositif informatique a toujours prévu et anticipé ce type d'attaques et menaces. Le résultat de ces élections seront connus ce mardi selon le président de la CENI et c'est en temps réel depuis le centre électoral Bossolo que la centrale électorale avait mis en place pour renforcer la crédibilité des résultats. La CENI fera donc une mise à jour régulière de la situation sur terrain. Les travaux de construction de Kinshasa Arena ont déjà repris à quelques mètres du stade de Martyrs de la Pentecôte. Ce dimanche, dans la matinée, une délégation costaude composée des membres du gouvernement, de l'inspection générale des finances et de l'Assemblée nationale a procédé à une visite guidée par M. Trudon Milvest qui exécute les travaux avec les ingénieurs congolais, dont ceux de l'ACGT. Sauf imprévu, le président de la République devrait inaugurer cette infrastructure en septembre. Quelques heures seulement après l'inauguration du centre culturel, Guy Luando et Doudou Fouamba, respectivement ministre de l'Aménagement du Territoire et des Finances, Julia Linguete, le chef des services de l'Inspection Générale des Finances, ainsi que Eric Tchikouma, député élu du district de Funa, ont fait irruption quelques mètres à côté dans le chantier de Kinshasa Arena. Détendus, ils viennent d'être mis au courant de la bonne nouvelle par Turan Milvest, le patron de l'entreprise qui exécute les travaux de ce bijou à côté du stade des Martyrs. Les travaux suspendus ont repris et d'ici le mois de septembre, le président de la République, Félix Tshisekedi, devrait revenir sur cette même avenue pour inaugurer cette arène de 20 000 places construite dans les normes et appelée à être une référence dans tout le continent. Nous sommes très satisfaits parce que aussi les travaux étaient suspendus. Il y avait un certain nombre de préalables qu'il fallait fixer et les préalables ont été levés. Et maintenant, il est question d'accompagner l'entreprise à réaliser ces travaux et à les achever dans les délais. Donc, il était important que les travaux puissent redémarrer, surtout que c'est un projet qui tient à cœur son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La page de la malversation financière définitivement tournée, Eric Tchikouma, élu de Funa et membre de la délégation, s'est réjoui de la finalisation des travaux de ce complexe qui sera plus que bénéfique pour la jeunesse. Nous allons travailler ensemble pour que tous les mécanismes qui sont mis en place soient respectés et que dans le délai, le Président de la République vienne inaugurer ces infrastructures qu'il offre à la jeunesse congolaise. Conçue conformément aux normes internationales les plus strictes, cette installation d'une capacité de 20 000 spectateurs peut accueillir des compétitions sportives telles que le basketball, le handball, la boxe ainsi que des concerts et des événements. Construite sur une surface de 55 000 m², l'arène de Kinshasa a une surface de construction de 52 000 m² avec une participation active de la partie congolaise, l'agence congolaise des grands travaux notamment. On travaille d'arrache-pied avec tout le monde, on a une forte mobilisation et on pense tenir à cet ultimatum du mois de septembre 2025. Pour la livraison complète du projet. Les travaux d'élévation du bâtiment étaient très avancés avant leur suspension. Vu à l'intérieur, on n'a plus qu'à faire à quelques travaux de finissage avant que la population puisse jouir de cet ouvrage. Et puis les travaux de construction des rocades de Kinshasa avancent bien vers la frontière avec le Congo central. Ce week-end, le directeur général de l'ACGT, en compagnie de l'entrepreneur et des missions de contrôle et de surveillance, était descendu sur place pour faire le constat. Les ouvrages des drainages, la couche des fondations et la stabilisation des talus sont autant des changements perspectibles sur ces chantiers. Reportage. À l'étape de la rocade sud-ouest, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux fait le constat
accompagné du directeur provincial, de la levée de l'obstacle qui constituait les différents cimetières. L'exhumation et la relocalisation des tombes se fait en présence du représentant du Congo central, car le tracé des rocades de Kinshasa flirte avec la province de Simon Kimbangu. Quant aux travaux, une bonne zone est déjà revêtue de la couche des fondations, bordée par des caniveaux dont certains sont en cours de finition. C'est le cas notamment des abords de la cité Millennium, passant par la base des Grecs 8 et évoluant en direction du Goudiabaka, frontière entre Kinshasa et le Congo central. Nikonza Unzao fait un état de lieu des changements remarqués 2 mois après le passage des ministres des ITP, de l'urbanisme et habitat, ainsi que de l'aménagement du territoire. Sur le linéaire, nous avons vu que la fois passée, on était au niveau de la couche de fondation. Et maintenant, nous constatez avec moi que la couche de fondation est presque enterrée. C'est une manière de vous dire que les travaux avancent très très bien. Alors, au niveau de l'assainissement, quand nous sommes en train de venir, vous avez vu au niveau de PK13 qu'il y a un grand changement parce que nous avons constaté qu'il y avait un petit problème à cause de l'assainissement et nous avons demandé qu'on puisse améliorer les systèmes d'assainissement et vous avez vu qu'il y a des caniveaux supplémentaires qui sont en train d'être construits. Alors juste à ma droite, vous avez vu comment nous sommes en train de prendre en charge, n'est-ce pas, la protection des talus parce que c'est un grand danger. Au cas où les talus ne sont pas pris en charge, qu'est-ce qui va se passer? À chaque pluie, il y aura des éboulements et à ce moment-là, ils pourront enterrer la route. Des caniveaux qui peu à peu envahissent tous les linéaires en travaux, des passages sur route mis en œuvre aux endroits indiqués, une planche d'essai de la couche de la base en concassé 0-80. Voilà autant de changements remarqués par le directeur général de la CGT sur cette rocade dont les travaux sont exécutés par COVEC, des SIS et SA. À cette étape, la visite était guidée par la mission du contrôle BK, assistée des celles de surveillance composées de l'Office des routes et la CGT. L'avènement de ce projet a attiré des occupants que les autorités devront à tout prix encadrer afin que les abords de la route restent protégés. Et bientôt, une ligne des métrobus sera mise en place à Kinshasa avec plus de 24 000 passagers par heure, 27 stations ou arrêts avec près de 27 km, marquant ainsi un tournant décisif dans le domaine des transports urbains. C'est le mémorandum d'attente signé entre le gouverneur Daniel Bumba et le groupe turc Al-Bayrak lors du séjour de 3 jours du premier citoyen de la capitale congolaise à Istanbul, en Turquie. Kinshasa accueille avec beaucoup d'enthousiasme le mémorandum d'entente signé entre le gouverneur Daniel Bumba Loubaki et Ahmed Al-Bayrak, président du groupe Al-Bayrak, pour la mise en place d'une ligne métrobus avec une capacité de plus de 24 000 passagers par heure. Cet accord important traduit la vision du président de la République qui partage avec les Kinois la préoccupation des embouteillages au quotidien qui compliquent les déplacements dans la ville et affectent la vie sociale des Kinois. À l'issue de la séance de travail, le gouverneur Daniel Bumba, soucieux du bien-être des Kinois, a fait montre de sa détermination pour le développement de la mobilité urbaine. Bon, justement pour un projet toujours expérimenté, il y a Métrobus, ça dit BRT. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Sénégal. Nous implémentons à Kinshasa pour faciliter la mobilité avec Kinois. C'est-à-dire que Kinois va à l'aise pour te taper solution à la problématique de l'embouteillage. Donc, ils ont expérience. Donc, situation beaucoup vivant, c'est pire que vous pouvez vivre les lots. C'est-à-dire que les métrobus, la ligne directe, ils ont facilité, tout va se mouvoir à Kinshasa. À cette occasion, l'autorité urbaine a reçu la ferme assurance du groupe Al-Bayrak d'exécuter ses projets dans un bref délai. À la fin de sa mission, le gouverneur de la ville s'est entretenu avec une délégation des Kinois vivant en Turquie, venue lui présenter les civilités.
Et puis la fondation Changeons Ensemble des Séraphine Safi Issamene s'est rendue le vendredi dernier à l'orphelinat Mission des Marie-Mères des pauvres située à Bibois dans la commune de Lansélé pour partager quelques présents avec ses enfants à l'occasion des festivités de fin d'année. Une occasion pour la présidente de cette fondation de faire appel aux personnes de bonne foi de soutenir ces actions qui sont en faveur des plus nécessiteux. À quelques jours des festivités des fins d'année, la fondation Changeons Ensemble, dirigée par Séraphine Safi Issamene, a effectué une descente à l'orphelinat Mission des Marie, mère de pauvres, située à Bibois, en vue de soutenir ses enfants délaissés. Dans sa gibecière, des vivres et non-vivres pour permettre à ses enfants de fêter dans toute quiétude. Séraphine Safi Issamene s'est dit être dans la joie de pouvoir partager ce qu'elle peut avec les nécessiteux et demande aux personnes de bonne volonté de prêter une main forte à la fondation Changeons Ensemble pour redonner les sourires à ses enfants. Une mère est heureuse quand ses enfants sont heureux. Voilà, pour moi, ces enfants sont comme mes enfants parce que nous sommes toutes des mères, comme je l'ai dit au début. Et ça nous fait plaisir de retransmettre la joie à ceux qui le méritent. Donc les enfants, les nécessiteux, les orphelins. C'est aussi grâce à l'appui de l'ASBL, Solidarité, Santé et Éducation que cette activité a eu lieu. Le sentiment est mitigé parce qu'il y a de la joie certes, mais ça va être courte. Donc la joie elle est courte parce que c'est un moment de partage, ok, mais derrière nous, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retourner dans les mêmes difficultés. C'est pour ça que nous avons rapporté des denrées alimentaires secs, des vivres frais, pour essayer de tenir ne serait-ce que le mois. Ceci à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je loue le Seigneur et je remercie grandement la fondation, dont les deux groupes qui sont venus pour nous aider. Que Dieu soit loué et que le Seigneur puisse leur accorder encore beaucoup de bénédictions. La tâche étant lourde, Séraphine Safi Issamene a préféré communier avec ses nécessités avant les festivités. C'est la première fois qu'ils se rendent à Uvira, au sud Kivu, depuis les dernières législatives. Simba Doudou Fiston a rencontré sa base électorale pour un double événement. D'abord, la remercier pour son soutien et ensuite la sensibiliser contre le changement de la Constitution. C'est en début d'après-midi qu'il débarque à Uvira en provenance de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le candidat député national et provincial aux dernières élections a été accueilli depuis la frontière des Kavivira par la population qui l'a conduit jusque dans la salle Kizenga où il a animé, aux côtés d'autres leaders politiques de l'opposition, un meeting de 10 minutes. Ses premiers mots à sa base, c'était des remerciements. Le haut cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'est montré très reconnaissant. Fiston Simba a également parlé de la position de son parti politique au sujet du débat sur les changements de la Constitution. L'Ensemble pour la République ne soutient pas l'initiative de Félix Tshisekedi. Le meeting des Fistons Simba Doudou était très attendu par les Ouvirois. L'acteur politique est connu surtout pour ses actions philanthropiques en faveur de la population. 11 décembre 1999, 11 décembre 2024, jour pour jour, cela fait 25 ans depuis que Désiré Lumbu Lumbu, ancien membre de la société civile de Butembo, a été assassiné au Nord Kivu. À cette occasion, une messe d'action des grâces en sa mémoire a été organisée par sa famille ce samedi 14 décembre à Kinshasa. C'était également l'occasion pour ceux qui reconnaissent le combat de Désiré Lumbu Lumbu de faire un plaidoyer auprès des autorités du pays pour son élévation.
À l'occasion du 25e anniversaire du décès du leader sociopolitique congolais Désiré Lumbulumbu Musavuli, une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire, occasion pour ceux qui ont connu cet ancien membre de la société civile de Butembo de prôner ses valeurs, notamment la loyauté, le nationalisme, le patriotisme, ainsi que la lutte pour la démocratie. Présent à cette messe, sa famille biologique et plusieurs adeptes de la vision politique de Désiré Lumbulumbu qui, aujourd'hui, poursuivent sa lutte à travers le Parti libéral pour le développement. Nous avons pensé 25 ans après qu'il est tout à fait de droit pour la famille de solliciter du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'honorable Désiré Lumbulumbu Musavuli Mutanava d'heureuse mémoire soit reconnu par voie d'ordonnance dans l'une des catégories des héros Kabila Lumumba. Au cours de cette même messe, les célébrants ont rappelé des raisons et les circonstances de la mort de cet ancien député et ministre national des Affaires sociales qui a été assassiné le 11 décembre 1999 à Butembo, Nord Kivu, pour non seulement avoir dit non d'adhérer à la rébellion du RCD, mais aussi protester contre la création d'une province autonome, l'occupation rwandaise et ougandaise à l'est de la RDC, un engagement ferme pour la paix réitéré par un de ses fils. C'est un moment intense, plein d'émotions, plein de souvenirs. L'essentiel à retenir, c'est qu'il faut que la paix revienne pour que le développement revienne aussi. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Et c'est le besoin auquel le peuple congolais aspire. Et nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à poursuivre la lutte de notre défunt père. Pour rendre de l'utile à l'agréable, un repas a été partagé dans une ambiance de convivialité marquant ses 25e anniversaire dans des messes en la mémoire des Désiré Lumbulumbu Musavuli Mutanava seront organisées dans plusieurs villes, notamment à Kinshasa, Goma et dans les territoires des Lubero, particulièrement dans sa ville natale, à Moussienene. Je dis au sommaire, désormais, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne font plus partie des pays membres de la CEDEAO. Cette annonce a été faite au cours d'un sommet organisé ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Le chef de cette organisation ouest-africaine qui a pris acte de cette rétraction annonce par conséquent une période de transition de 6 mois qui sera entamée à dater du 29 janvier allant à la fin du mois de juillet. Ainsi, la sortie de ces 3 pays sahéliens de la CEDEAO sera définitive. Les détails dans ces récits de Ketiao et Choko. Les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont jugé irréversible leur départ de la CEDEAO. En effet, cette décision pourrait avoir des implications économiques et politiques dans cette région ouest africaine. Ces pays, gouvernés par des militaires, ont démontré depuis janvier leur volonté de se rétracter de la CEDEAO, une organisation qu'ils jugent notamment instrumentalisée par Paris et qui espérait jusqu'ici les faire revenir sur leurs décisions. Durant 6 mois, Omar Alieu Touraï, le président de la commission et son administration sont appelés de gérer la situation de salariés contractuels de la CEDEAO originaires de ces 3 pays. Dans cette même foulée, ils s'appliqueront la préparation du déménagement officiel des différentes agences communautaires qui trouvent leur siège dans ce pays sahélien, membre fondateur de cette organisation ouest-africaine. Le 30 juillet 2025 marquera la sortie définitive, confirme la CEDEAO, sauf revirement de leur part. Place au sport à présent, les rassemblements des Léopards à Prime démarrent ce lundi en prélude des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025. Aux interclubs de la CAF, le week-end n'a pas été rose pour les clubs congolais qui ont été accrochés à domicile. Dans ce panorama sportif dominé par le football, nous allons également parler des championnats européens et c'est avec Christian Bokaya Doucouré qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour Chris et bienvenue. Bonjour à vous Nathalie, merci beaucoup. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Éliminatoire CHAN 2025, le rassemblement des Léopards débute ce lundi. Il a déjà débuté Nathalie dans la matinée de ce lundi. C'était bien sûr sous une pluie fine, bien sûr dans la commune de La Gombe. C'est plus précisément à l'hôtel Béatrice que les Fauves se réunissent bien évidemment. 24 au total sont attendus dans la tanière.
Et c'est bien sûr en prélude de la double confrontation contre le Tchad, dont l'acte 1 est prévu le 21 décembre au stade Alassane Ouattara de Bimpé et la manche retour le 28 du même mois. Ce sera bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est pour le compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Kenya, Tanzanie, Ouganda 2025. Selon le programme de la Fédération congolaise de football association, les déplacements ou les voyages pour Abidjan est prévu déjà pour ce mardi. Nathalie Okomposo. En tout cas, on attend un peu plus pour la RDC. Cette fois, si on se rappelle, la sortie précoce au CHAN d'Algérie, Christian Effectivement. Bokaya. Interclub de la CAF, le club congolais a la peine. Affirmatif. La troisième journée a été décisive pour Maniema Union et le tout-puissant Mazembe Anglebert, les deux représentants congolais aux interclubs de la CAF. Il fallait gagner pour essayer de se relancer un tout petit peu dans cette phase de groupe. Mais Mazembe et Maniema Union ne se sont contentés que des nuls. Le nul qui a beaucoup plus fait mal, c'est bien sûr celui de Mazembe face à Young Africans, alors que les Corbeaux avaient le contrôle du match après leur but marqué avant la pause par l'entremise de Tchèque Oumar Fofana, et comptait bien évidemment se relancer après 2 journées difficiles. Hélas, Mazembe va encaisser en toute fin de la partie et laisser filer 2 points. À Kinshasa, c'était pratiquement le même scénario, bien que le nul de Maniema Union, Nathalie, n'avait pas un goût aussi assez amer dans le scénario de ce match. Comme on peut bien voir sur la pelouse de l'AS FAR, ce sera aussi le cas pour le tout-puissant Mazembe Anglebert dans le groupe A. Mazembe qui va se déplacer sur la pelouse des Young Africans. Et dans ce groupe A, c'est bien sûr Jean-Florent Ibenge Kouangui et Al Hilal qui ont fait carton plein, 9 points en 3 sorties. Al Hilal n'aura besoin que d'un petit point, bien évidemment, pour se qualifier en quart de finale. Et voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au match phare, ce qui nous concerne bien sûr sur le continent. Et voilà, Illico Cash, Ligue 1 à présent, les Aigles du Congo se relancent. Les Samouraïs, c'est leur surnom. Les Aigles du Congo ont réussi à battre hier l'AS Kouya sur le score de 2-1 et occuper provisoirement la première place du classement avec 19 points. Ça a été un match très disputé entre les deux formations et les Aigles du Congo ont été plus réalistes que le club des Livoulou et détrônent provisoirement l'AS Club. Les Moscovites pourraient alors récupérer leur trône demain en cas de victoire face à Céleste et enchaîner une 5e victoire d'affilée. Ce match se jouera au stade Tata Raphaël. Ce sera bien sûr à huis clos puisque le club avait écopé d'une sanction de la part de l'Alliana Foot après les troubles ou les incidents survenus après le match contre Étoile du Kivu. Qui sera le Ballon d'Or africain de l'édition 2023-2024? Vous avez peut-être une idée, Christian? La réponse sera connue ce soir, Nathalie, parce que je ne suis pas membre du jury. J'ai pu beau parler, un peu comme le Ballon d'Or de Vinicius Junior. Tout le monde avait déjà crié, chanté la victoire avant la décision du jury. Mais au dernier vous avez une idée pour vous, un souhait, bon, j'aurais bien voulu voir Lookman. Regardez sa saison. Il remporte l'Europa League avec Atalanta. Il joue la finale avec le Nigeria. Et il a été décisif aussi avec son club cette saison-là, puisqu'il a déchiré quand même les brevets d'investibilité des Leverkusen. Ce n'était pas facile. Bon, de l'autre côté, vous avez les meilleurs buteurs de la Liga, de la Bundesliga, Serhou Guirassy avec Stuttgart. Bon, il n'a pas été trop brillant le Ballon d'Or, mais je ne sais pas trop parce qu'il y a aussi le vote qui compte. Oui. Mais la réponse sera connue ce soir, Nathalie, pour ne pas mettre déjà la charrue avant le bœuf. Et on le saura déjà après 20h puisque la cérémonie est prévue à 20h et on connaîtra aussi les meilleurs coachs de l'année, les meilleurs sélectionneurs qui, des Mers Faye et Sébastien Desabre également qui est en course. Qui va remporter bien sûr ces prix, on les saura bien évidemment après la cérémonie qui aura lieu à Marrakech. Nous sommes là bien sûr au Maroc. Comme disent les Anglais, wait and see. Mais dans l'entretemps, merci. Ouais. On va se rendre en Europe où le Barça et le Real font du sur place alors que Manchester City est aux abois. Je dirais plutôt que le week-end a été morose pour les parieurs. Imaginez que le Bayern Munich en Bundesliga a été battu, Manchester City battu. On parlait bien sûr de la Bundesliga où le Real Madrid et le Barça font du sur place. Vous l'avez d'ailleurs dit, Nathalie Okomposo, le club catalan, a sur le match d'hier. L'unique but de cette rencontre entre Leganés et Barça a été inscrit à la 4e minute par Sergio González.
Samedi, le Real Madrid a été accroché par Rayo Vallecano dans un match prolifique. Au total, 6 buts en Nathalie Yoko. Et beaucoup de news déjà à 19h45. C'est ça avec vous. Avec vous, Bokaya Doucouré. Merci pour ce panorama très très fourni comme d'habitude d'ailleurs. Le rendez-vous est pris avec le journal des sports à 19h45. Merci Chris. Merci beaucoup Nathalie. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Absence de Paul Kagame à la tripartite de Luanda ce dimanche. Kinshasa charge Kigali. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a vivement dénoncé le refus de la délégation rwandaise de participer au sommet, qualifiant cette absence de politique de la chaise vide. Législative nationale, après une longue attente, c'est ce dimanche que les populations de Masimanimba, Okwilu et Yakoma au Nord-Ubangi ont élu leurs représentants à l'Assemblée nationale. L'heure est au dépouillement. Les résultats seront connus au plus tard ce mardi. Sur les continents, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne seront plus membres de l'organisation ouest-africaine. Le chef d'État de la CEDEAO ont pris acte ce dimanche lors du sommet organisé à Abuja au Nigeria de l'intention de ces 3 pays de la sous-région. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et la lecture des journaux parus ce lundi, c'est avec vous Joël Iselona. Bienvenue. Merci Nathalie Yoko, bonjour. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Tripartite annulé à Luanda plutôt. Kagame absent, sommet réduit à un bilatéral. Tshisekedi Lorenzo. Nathalie Yoko, le rendez-vous manqué du dimanche 15 décembre dans la capitale angolaise Luanda entre le président congolais Félix Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Joao Lorenzo dans le cadre du processus de paix fait la une de journaux parus ce lundi, débutant avec Le Phare qui titre à sa une processus de Luanda, Kagame crée l'impasse. Ce quotidien fait savoir qu'au cours d'un briefing de presse que la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a co-animé avec son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, sous le thème Focus sur le processus de paix de Luanda, a donné la position de Kinshasa face à cette énième impasse que vient de créer le chef de l'État rwandais. Et à ce sujet, Info27.cd cite la ministre des Affaires étrangères de la RDC qui souligne que l'absence du Rwanda à la réunion tripartite du dimanche 15 décembre à Luanda, qui devrait pourtant constituer un jalon décisif vers la fin des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, n'a pas surpris la partie congolaise. Selon la patronne de la diplomatie congolaise, il y avait un manque de bonne foi de manière perpétuelle du côté de Rwandais et finalement, rapporte ce portail, entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Et pour la RDC, indique que ce même média négocié avec le M23 représente une ligne rouge à ne pas franchir. Et le potentiel.cd de son côté précise que la tripartite visait à aboutir à la signature d'un accord de paix pour mettre fin aux hostilités entre la RDC et le Rwanda et au retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Toutefois, relève ce site, à l'absence de Paul Kagame, une réunion bilatérale s'est tenue entre Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo sur les enjeux sécuritaires. Et Africa News signale pour sa part que l'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, présent à Luanda en sa qualité de facilitateur du processus politique de Nairobi, a été invité à participer à la rencontre bilatérale de dimanche 15 décembre à Luanda entre le président Joao Lorenzo et Félix Tshisekedi. Je l'emporte avec ce deuxième sujet. La CEDEAO acte le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Nathalie Yoko, Actu Cameroun rapporte qu'après un long temps
après avoir longtemps tergiversé, la CEDEAO a finalement pris acte du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Réunis dimanche à Abuja au Nigeria, l'organisation sous-régionale a décidé d'approuver le départ des pays de l'Alliance des États du Sahel. Leur retrait sera effectif le 29 janvier 2025. Cependant, RFI signale que la CEDEAO a mis en place une transition de 6 mois, soit jusqu'en juillet 2025, pour tenter de convaincre les 3 pays de revenir au sein de la communauté. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est mandaté pour poursuivre la médiation avec les militaires au pouvoir à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Et pour terminer, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont retirés de la CEDEAO, accusant l'organisation d'être sous l'influence de puissances étrangères, notamment la France, écrit Le Monde. Voilà qui met fin, Nathalie Yoko, à notre revue de presse de ce jour. Merci Joe pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.